Dans l'attentat terroriste d'Oklahoma City d'avril 1995 et dans l'attentat à la bombe sur la personne de Don Logan en 2004 en Arizona, Dennis Mahon et son jumeau Daniel deviennent des suspects aux yeux de la police. Mais comment les coincer? Les policiers auront alors recours à une ex-danseuse qui jouera le rôle d'agente secrète pour eux. Elle seule réussira à faire tomber les jumeaux Mahon. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Les Jumelles Méli-Mélo. Écoutez, en début de vidéo, on tient à vous dire que l'histoire d'aujourd'hui peut en choquer plus d'un, car les thèmes abordés sont des thèmes assez lourds, comme le racisme et des attentats. Donc, on vous prierait de rester quand même poli et courtois dans les commentaires. On va vous raconter l'histoire des jumeaux Daniel et Dennis Mahon telle que c'est réellement produite. Celle de deux jumeaux suprémacistes blancs qui se sont fait piéger par une ex-danseuse blonde et sexy travaillant pour la police. Bref, une histoire digne d'un film d'action hollywoodien. Le matin du 19 avril 1995, dans la ville d'Oklahoma, un homme d'une trentaine d'années, Timothy McVeigh, stationne son véhicule loué devant un bâtiment fédéral de plusieurs étages comportant entre autres une garderie pour enfants. Il sort de son véhicule et quelques instants plus tard, à 9h02 exactement, le véhicule explose, causant la mort de 168 personnes et 674 blessés, hommes, femmes et bien sûr enfants. On est persuadé que cet acte est une sorte de rébellion car Timothy est un homme anti-gouvernement et un suprémaciste blanc. On soupçonne aussi qu'il n'a probablement pas agi seul parce que l'employé qui travaillait pour la compagnie de location de véhicules affirme qu'il y avait un autre homme avec Timothy le jour de la location. Une femme, Carol O, affirme pourtant que cet homme, c'est son ex-petit ami, un certain Dennis Mahon. En fait, Carol travaille depuis quelque temps avec la police sur le cas de Dennis. Elle était allée les voir après sa séparation avec Mahon pour leur parler de ses croyances en la suprématie blanche et du fait qu'il pouvait être dangereux. Les policiers et Carol s'étaient alors attendus pour que la jeune femme retourne auprès de lui pour leur fournir des informations supplémentaires sur ses activités. Carol affirme qu'elle a entendu Dennis parler avec Timothy au téléphone et les a même vus ensemble à quelques reprises. Pourtant, lorsque les policiers lui montrent une photo de Timothy, Carol ne le reconnaît même pas. Les policiers commencent alors à douter de ce qu'elle dit. Dit-elle vraiment la vérité ou veut-elle seulement se venger de son ex-petite amie pour X raisons? Dennis n'est alors plus considéré comme un suspect et est libéré. Il ne se gêne pas d'ailleurs pour dire qu'il est du côté de Timothy et affirme que s'il y avait plus de gens comme lui, le monde serait bien meilleur. Don Logan est fonctionnaire d'État de couleur noire. Il est le directeur de l'Office de la diversité et du dialogue à Scottsdale, en Arizona. Don Logan est décrit comme un homme bon, capable de calmer le mouvement raciste, et c'est pour ça qu'on lui a donné ce travail. Le jour du 26 février 2004, il fait très beau et très chaud à Scottsdale. Don retourne à son poste après être sorti manger et découvre sur son bureau une grosse boîte avec son nom inscrit dessus. Pour plaisanter, il lance à sa secrétaire « Oh, quelqu'un m'a envoyé un cadeau !» Et la secrétaire lui répond, toujours sur le ton de la blague, que si quelqu'un devait lui envoyer un cadeau, ce devait être une bombe. Don rit, tourne la boîte sur le côté et l'ouvre. Et là, bang, la boîte explose, les lumières s'éteignent, l'alarme se met à sonner, la secrétaire crie, il y a de la fumée partout. Don réalise qu'il a une main complètement ensanglantée et est emmené d'urgence à l'hôpital où on craint pour sa vie. Par miracle, il va s'en sortir. Le simple fait d'avoir tourné la boîte sur le côté avant de l'ouvrir lui a sauvé la vie. S'il l'avait ouverte par le dessus telle qu'elle était posée sur son bureau au départ, il serait sans doute décédé. Les policiers fouillent alors la scène de crime et les restes de la boîte. Ils retrouvent les morceaux d'une lettre qu'ils finissent par assembler.
Elle est signée Edmund Burke, un homme qui est aussi associé à la suprématie blanche. La bombe, elle, est très sophistiquée. Ce n'est pas le genre de bombe qu'on apprend à faire facilement sur le net. En enquêtant, les policiers découvrent aussi qu'un certain Dennis Mahon avait laissé un message vocal troublant et rempli de haine à l'égard de Don Logan quelques mois plus tôt en septembre. Il se trouve d'ailleurs que Dennis et son frère jumeau Daniel habitent d'ailleurs tout près de l'endroit où la bombe a explosé. Les policiers ont alors une idée pour ne pas que Dennis leur file encore entre les doigts. Ils vont utiliser son point faible, qui est les jeunes femmes charmantes et blondes comme Carol O. Et ils vont se mettre à la recherche de la femme parfaite pour jouer l'agente secrète. Rebecca Williams vient d'une famille de policiers et a en elle une âme de justicière. Elle n'a pas été longtemps à l'école, elle a eu des enfants très jeunes avec son premier mari, dont une fille sourde. Après avoir travaillé comme serveuse, elle est ensuite devenue danseuse pour subvenir aux besoins de sa famille. Malheureusement, son mariage ne va pas durer et elle va se retrouver mère célibataire avec 2 enfants à charge. Quand les policiers lui proposent de travailler pour eux, Rebecca accepte vraiment très vite parce qu'elle voit là l'occasion de lutter contre le crime et en même temps de se faire de l'argent. Mais elle doit travailler son personnage Becca Stephens et apprendre à parler avec des propos. Ayant été l'une des 2 seules élèves blanches de son école, elle s'était toujours bien entendue avec les autres élèves. Elle doit donc changer complètement de personnalité. Les policiers l'installent dans un RV équipé de caméras de surveillance et de micros cachés. Rebecca va ensuite s'installer tout près de là où les jumeaux habitent. Elle installe devant chez elle un drapeau confédéré et attend patiemment que les jumeaux l'approchent. Et c'est ce qui va se passer. Très vite, Rebecca se rapproche d'eux et pendant 5 ans, elle va rassembler des heures de vidéos et d'enregistrements sur les jumeaux. Dennis raconte à Rebecca que son frère et lui sont nés sur une ferme en août 1950 à Davis Junction, en Illinois. En 1960, quand la télévision fait son apparition chez les Mahon, les 2 jeunes garçons sont choqués de voir des gens protestant contre la guerre et la révolution du peuple noir qui demandait l'égalité. Pour eux, ils trouvaient ça vraiment épouvantable car dans leur jeune tête d'enfant, ils étaient déjà convaincus que les Blancs étaient une race supérieure. Dennis parle aussi fièrement à Rebecca d'un livre que lui et son frère ont lu en étant adolescents et jeunes adultes et qui a marqué leur vie, de Turner Diaries ou les carnets de Turner en français, et il en donne même une copie à Rebecca. Ce roman a été écrit par William Luther Pease en 1978 sous le pseudonyme d'Andrew McDonnell. C'est un roman qui préconise la suprématie de la race blanche et justifie le massacre d'innocents et les génocides. Il raconte même que c'est grâce à ce livre que lui et son frère se sont joints au Ku Klux Klan, une société terroriste secrète fondée à la fin de l'année 1865, début 1866 aux États-Unis et qui prônait la suprématie de la race blanche. Et durant leurs nombreuses soirées passées ensemble, Dennis montre même à Rebecca les nombreuses cicatrices qu'elle a sur son corps, dont l'une provenant de l'explosion d'une synagogue et l'autre provenant de la fois où il a bombardé une clinique d'avortement. Daniel, lui, se vante d'avoir tiré des gens alors qu'il roulait dans sa voiture et d'avoir fait exploser d'autres véhicules. Pourtant, malgré tous ces échanges, les jumeaux ne disent rien pouvant les impliquer à l'attentat à la bombe sur Don Logan. Les policiers et Rebecca élaborent alors une nouvelle stratégie. Un soir, Rebecca avoue à Dennis qu'elle est fugitive et qu'elle est recherchée pour avoir tenté de faire exploser la voiture d'un abuseur d'enfants en Californie. Elle insiste vraiment sur le fait qu'elle aimerait vraiment que cet homme disparaisse et demande à Dennis s'il peut l'aider à créer une bombe. Dennis se met alors à lui expliquer comment créer une bombe facilement avec les dimensions et les matériaux qui concordent avec la bombe retrouvée dans le bureau de Don Logan. Il faut savoir que ces informations n'avaient jamais été divulguées au grand public. Les policiers ont ce qu'il faut maintenant pour arrêter les jumeaux. Le 25 juin 2009, à 6 h du matin, ils se rendent sur la ferme des Mahon à Davis Junction, en Illinois.
Les jumeaux y sont retournés pour prendre soin de leur mère malade quelques jours plus tôt. Tout d'abord, les jumeaux refusent de se rendre et se barricadent dans la maison. Les policiers savent qu'ils ont en leur possession plusieurs armes à feu. Les policiers ne savent pas alors si les jumeaux feront feu sur eux et sont prêts à toute éventualité. Dennis tente de rejoindre Rebecca par téléphone, mais elle ne décroche pas. Il lui laisse un message disant que les policiers sont devant chez lui et qu'il ne sait pas s'il doit faire feu ou non. Les policiers décident alors de défoncer la porte et arrêtent les jumeaux Dennis et Daniel Mahon. Ils trouvent en effet dans la maison plusieurs armes à feu, des munitions, des explosifs et même une affiche du avec l'inscription « Notre héros ». Et comme les jumeaux ne se confient principalement qu'à Rebecca, alias Becca Stephens, c'est aussi probablement à ce moment-là qu'ils ont compris que leur avait tendu un piège. Le 10 janvier 2012, le procès des jumeaux Mahon débute. Don Logan vient témoigner et il a même le courage de regarder Dennis en face et de lui dire « Tu n'es qu'un lâche ». Il a donné tous les détails de l'attentat dont il a été victime et c'est au moment où il a parlé du sang coulant sur son bras que les jumeaux ont levé la tête avec des yeux curieux pour l'écouter. Rebecca était très nerveuse de se rendre au procès et est venue déguisée en une jeune femme enceinte avec des lunettes de soleil et une perruque. Après 6 semaines de procès où on a pu entendre les enregistrements de Rebecca, Dennis, maintenant âgé de 61 ans, est déclaré coupable de 3 chefs d'accusation et doit passer 40 ans derrière les barreaux. L'avocat de Daniel l'a décrit comme un fanfaron dans cette histoire, que Daniel était le plus tranquille, le plus suiveux des 2 jumeaux et il n'a été déclaré coupable d'aucun crime. Daniel repart donc libre du tribunal. Rebecca est allée voir Don Logan après le procès pour le féliciter. Bien sûr, avec le déguisement, il ne l'a pas reconnu, mais dès qu'elle a murmuré son nom, il a tout de suite serré la main et l'a remercié pour le sacrifice et le courage qu'elle a eu. Rebecca s'est ensuite acheté une roulotte avec le 75 000 $ qu'elle a reçu pour son rôle et est allée vivre ailleurs en sécurité avec ses enfants. Et c'est ainsi que se termine l'histoire que nous avions pour vous aujourd'hui. On sait que ça n'a pas toujours été facile, les thèmes abordés sont très lourds quand même. Et on espère quand même que vous allez rester bienveillants et polis dans les commentaires. Et dites-nous aussi si vous auriez le courage de Rebecca de mettre ainsi votre vie en danger au service de la justice. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, on va vous mettre comme d'habitude tous nos liens dans la description. Et sur ce, bien, portez-vous bien, passez une bonne semaine et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!